Aujourd'hui, on s'attaque à un profil que tout le monde a déjà croisé. Un profil redoutable bureau, le collègue arnaqueur-sauveur. On va voir comment le diagnostiquer et surtout comment s'en protéger. Ça peut paraître un peu extrême dit comme ça, hein. Et pourtant, cette phrase, elle met le doigt sur une menace bien réelle au travail. Une menace cachée, parce qu'elle prend le visage de l'ami, de l'allié. C'est exactement de ce profil dont on va parler, le fameux collègue arnaqueur-sauveur. Alors voilà, si jamais un collègue paraît un peu trop gentil, un peu trop serviable, alors ce qui suit est fait pour être écouté attentivement. On va vraiment disséquer ce profil ensemble, poser un diagnostic clair pour le reconnaître, et surtout, on va voir quel est l'antidote pour le neutraliser. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va identifier la menace. Ensuite, on va apprendre à la diagnostiquer. On va plonger dans la psychologie de ce profil, puis on verra l'antidote en 3 étapes, avant une petite conclusion qui, je pense, fera réfléchir. Allez, on commence par le début, la menace cachée. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas ici du méchant de service, celui qu'on voit arriver de loin. Non, on parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, qui passe complètement sous le radar de la plupart des managers. Ok, donc comment on passe du simple doute, de la petite suspicion, à un vrai diagnostic? Pour démasquer cet arnaqueur-sauveur, il faut savoir exactement quoi chercher. C'est qui en réalité? Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Ce n'est pas juste quelqu'un de trop gentil. Non. En psychologie du travail, c'est un vrai stratège. Il utilise un concept bien connu, le triangle de Karpman, pour se mettre dans le rôle du sauveur. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un besoin et surtout il installe une dynamique de pouvoir qui est hyper dangereuse. Voilà, c'est ça le cœur du problème. Le sauveur a besoin d'une victime pour exister. Et cette transformation, attention, elle n'a rien d'un accident, c'est totalement intentionnel. Et ça se manifeste sous 2 formes principales, 2 sous-espèces, si on veut, qui sont tout aussi redoutables l'une que l'autre. D'un côté, on a ce qu'on appelle le pompier pyromane. On voit bien le genre, non? Il repère une toute petite erreur dans un dossier, un truc mineur. En coulisses, il allume l'incendie, et le lendemain, il arrive en héros avec son extincteur. De l'autre côté, on a le héros de la visio. Typique. Quelqu'un est un peu en difficulté pendant une présentation et hop, il l'interrompt, soi-disant pour aider, mais en réalité, il s'approprie complètement le sujet pour briller. Et attention, tout ça, ce n'est pas du hasard, c'est une vraie méthode. C'est un scénario qui se déroule toujours de la même manière, une mécanique bien huilée qu'on peut décomposer en 3 actes. Et ces 3 actes, les voici. D'abord, l'infantilisation. Ensuite, la création d'une dette invisible. Et pour finir, le vol de valeur. C'est crucial de comprendre ce processus. C'est vraiment la première étape pour pouvoir s'en défendre. Acte 1, l'enfantilisation. C'est cette petite phrase, lancée l'air de rien, souvent en public. « Ah, heureusement que j'ai jeté un œil à ton mail, hein !» Ça a l'air de rien, mais c'est une arme psychologique redoutable. Ça installe une idée dans la tête des gens, une association toxique. Lui, c'est la sécurité. La victime, c'est l'incompétence. Acte 2, la dette invisible. À chaque fois qu'il sauve quelqu'un, il accumule une sorte de monnaie sociale. Et bien sûr, un jour, il va venir encaisser. Il demandera un service, un dossier. Et si on refuse, la sentence tombe. Après tout ce que j'ai fait pour toi, on se retrouve piégé, on passe pour l'ingrat. C'est du pur chantage émotionnel. Et on arrive à l'acte final, le vol de valeur. C'est logique, en fait, puisque c'est toujours lui qui sauve la mise en réunion, qui est perçu comme celui qui résout les problèmes. Eh bien, aux yeux du management, c'est lui le héros. Le vrai travail de la victime est complètement effacé. Et la promotion qui aurait dû lui revenir, eh bien, c'est le sauveur qui l'obtient. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir comme ça? L'ambition pure? Une gentillesse maladroite? Non, la vraie raison, elle est bien plus profonde. Ça vient d'une insécurité quasi pathologique. Il faut vraiment le comprendre. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une faille. C'est quelqu'un qui est, au fond, incomplet. Son estime de soi est conditionnelle. Pour se sentir fort, il a besoin d'avoir quelqu'un de faible à côté de lui. Il ne peut exister professionnellement qu'en rabaissant subtilement les autres. Et c'est là qu'il ne faut surtout pas se tromper. Ce n'est pas un mentor. Un vrai mentor, son but, c'est de rendre les gens autonomes. Il donne la boîte à outils et laisse construire. L'arnaqueur-sauveur, c'est tout l'inverse. Son but, c'est de créer la dépendance. Il donne le poison pour être sûr que sa victime reviendra toujours mendier l'antidote. Bon, face à un profil comme ça, rester passif, ce n'est pas une option. Alors la question c'est, comment on fait pour le neutraliser? Heureusement, il y a une solution. Une stratégie très précise, presque chirurgicale. On pourrait l'appeler la stratégie du coaching sec. Elle se joue en 3 temps, 3 contre-manœuvres.
Ça peut paraître un peu direct, mais c'est absolument nécessaire pour reprendre le contrôle. Première étape, désamorcer le compliment toxique. Quand il lance son fameux « heureusement que j'étais là », il faut répondre très calmement « oui, un regard extérieur, c'est toujours bon à prendre, j'avais déjà identifié ce point ». En gros, ce qu'on lui dit, c'est « merci de ta participation, mais la situation était déjà maîtrisée ». Deuxième étape, et elle est cruciale, la reprise de contrôle public. S'il essaye d'interrompre en réunion pour aider, il faut couper court, fermement. « Merci Paul, je vais finir mon point ». Ça peut paraître dur, mais c'est une castration symbolique de son rôle de sauveur. Et ça doit absolument être fait en public pour que ça marche. Et enfin, troisième étape, le pivot managérial. Ça, c'est pour les managers. Si un tel profil est détecté dans une équipe, l'alerte est maximale. Il faut le prendre en entretien et recadrer les choses. Je vois que tu aides beaucoup Jessica. À partir de maintenant, je préfère que tu la laisses faire ses propres erreurs. C'est comme ça qu'elle va progresser. Un sauveur démasqué par sa hiérarchie est un sauveur neutralisé. Voilà. On a le diagnostic, on a l'antidote. Pour finir, j'aimerais qu'on prenne un petit temps de réflexion. Une conclusion un peu provocatrice. Le vrai danger du sauveur, c'est qu'il est le prédateur parfait de la croissance professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il se déguise en ami. Et si en écoutant tout ça, il y a un petit sentiment de malaise qui s'est installé, c'est peut-être un bon signe. Le signe qu'on reconnaît quelqu'un. Ou peut-être qu'on se reconnaît soi-même. Ce qui nous amène à la question finale, la seule qui compte vraiment. Dans cette histoire, qui est-on ? Face à ces mécanismes, est-ce qu'on joue le rôle de la victime, celui du sauveur, ou est-ce qu'on est l'observateur qui, maintenant, sait exactement quoi faire ? La réponse, bien sûr, elle appartient à chacun. Elle voulait dire